les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillantes, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la jeune génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Chaque semaine, vous pouvez m'entendre dans le podcast thématique « Il était une fois le bijou » ou bien le podcast des grandes et petites histoires et de l'actualité du bijou qui s'appelle « Le bijou comme un bisou ». Dans ce nouveau podcast, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Violaine Dastor, la responsable du département joaillerie de Christie's. Comment on devient directrice du département Bijoux France de chez Christie's, Violaine? Oui, c'est toute une histoire. Déjà, on commence par faire des études d'histoire de l'art, parce que bien évidemment, l'histoire du bijou est toujours liée à l'histoire de l'art, toute spécialité confondue, toujours liée à cette histoire qui ne s'arrête jamais. J'ai fait également des études de droit pour structurer les choses. Au début, je voulais être commissaire-priseur, et la vie a fait que j'ai été rattrapée par les bijoux très rapidement, au cœur de mes études. Et donc, j'ai commencé par passer mon diplôme de gémologue, en France, à l'Institut national de gémologie, qui est rue de la Boétie dans le 8e. Et là, on découvre les pierres précieuses, on découvre ce monde des bijoux, toutes ces pierres, leurs facettes, leurs inclusions, leur indice de réfraction. C'était très intéressant, c'est une formation très complète pour vraiment découvrir toutes ces pierres. Et puis, je suis partie à Anvers pour passer un diplôme qui s'appelle le Diamond Grader. C'est un diplôme qui vous permet d'apprécier la couleur et la pureté d'un diamant. La couleur et la pureté d'un diamant, c'est très important parce que c'est ce qui vous permet de donner un prix pour chaque diamant. On pense que les diamants sont tous blancs, mais en fait, les diamants peuvent être de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en l'occurrence, dans le diamant blanc, il est blanc, mais il peut être un peu jaune aussi. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire cet apprentissage. Et puis les inclusions dans le diamant, ce sont ces inclusions, ces petits charbons en fusion, en fait, qui n'auraient pas fusionné au moment de la cristallisation de la pierre et qui restent emprisonnés dans la pierre. On parle des crapauds de nos grands-mères, on parle de plein de petites expressions autour de ces inclusions. En fait, c'est vraiment du charbon, du carbone qui n'a pas cristallisé, qui n'est pas devenu transparent, qui reste emprisonné, et on qualifie du coup les diamants avec cette couleur et cette pureté. Après, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la direction d'un département bijoux très jeune, j'avais 23 ans. Pour la maison de vente aux enchères Osna. Et là, si vous voulez, l'idée, c'était de monter des ventes aux enchères. Monter des ventes aux enchères, rencontrer des clients particuliers, établir une vraie relation avec eux pour qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous confient leurs bijoux à la vente. Donc une vente aux enchères, nous, on est là en fait pour représenter le client à la vente. Le client va nous confier son bijou et nous, on va le mettre en relation avec des potentiels acheteurs. On va faire un catalogue de vente, on va diffuser notre catalogue de vente, on va utiliser aujourd'hui, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on utilisait beaucoup moins les réseaux sociaux et bien évidemment c'était très différent, mais aujourd'hui on va utiliser tous les moyens qu'on a pour optimiser cette diffusion des bijoux qui nous ont été confiés pour trouver des acheteurs dans le monde entier. Une maison de vente aux enchères comme Christie's, c'est une maison qui a des bureaux bijoux, des sites de vente bijoux dans le monde entier, à New York, à Genève, à Hong Kong, en France, bien sûr à Paris, à Londres. Et vous avez cette possibilité, en fait, aux quatre coins du monde, de trouver des acheteurs potentiels pour nos bijoux. C'est un département qui a 26 années de leadership discontinu. Enfin, c'est
vraiment assez impressionnant. Et ça nous permet du coup aujourd'hui d'avoir un vivier d'acheteurs potentiels qu'on va pouvoir suivre des années et des années. On a autant une relation avec nos vendeurs qui nous font confiance pour vendre les biens finalement les plus précieux que pour les acheteurs. Et les vendeurs, c'est ceux qui vous confient leurs bijoux. Les bijoux. Et les acheteurs, on a une relation avec eux aussi parce qu'on les accompagne dans leur collection. On les accompagne dans leurs choix, on les éduque parfois, on leur montre des nouveaux créateurs, on leur apprend des histoires sur les bijoux. Et c'est très intéressant aussi d'avoir cette double relation. Pour revenir à mon parcours après, ce qui a été très très formateur pour moi, c'est qu'une époque de ma vie, encore aujourd'hui, j'essaye de le faire et je le fais tous les matins. Je regarde tous les matins tout ce qui passe en France. Puis je vais une fois par semaine à Drouot pour regarder tous les bijoux qui passent, faire ouvrir les vitrines. Et ça, n'importe qui peut le faire. La personne qui nous écoute peut le faire demain, aller à Drouot, prendre une loupe, faire ouvrir une vitrine et regarder un bijou. On regarde toujours un bijou d'abord à l'envers. C'est une appréciation, c'est une façon d'appréhender la pièce, pour regarder l'envers de la pièce, voir comment elle est travaillée. C'est toujours comme ça que je commence. Et ensuite, on la regarde effectivement, bien évidemment, de face, pour apprécier les pierres, regarder leur éclat. C'est intéressant de voir la construction de l'objet. Vraiment, ça vous donne les dates, ça vous donne les matières utilisées, la technique utilisée, c'est intéressant. Et ça a été très important dans ma formation, voir beaucoup de bijoux. Des milliers de bijoux. Et ce qui est très intéressant dans mon domaine, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Il faut être très humble face à l'expertise parce qu'on ne peut pas tout avoir vu, on ne peut pas tout connaître. Et il y a toujours des pierres qui vous fascinent, des éclats, des couleurs incroyables, des reflets que vous n'avez jamais vraiment vus. Une pierre, on dit qu'elle joue. Elle joue parce que la couleur joue, parce qu'il y a ce côté vraiment d'éclat qui est très personnel d'ailleurs pour chaque personne qui l'appréhende. Mais c'est ça qui est joli, c'est qu'une pierre joue. Puis un bijou, il faut l'avoir en main, il faut le toucher, il faut le porter, il faut l'essayer. Je dis toujours aux clientes qui viennent voir nos expositions, qui sont publiques, je leur dis toujours, mais juste pour le plaisir des yeux, essayez. Ça ne vous engage à rien. Essayer un bijou, c'est aussi l'apprivoiser. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis j'ai commencé effectivement dans cette maison où j'ai travaillé pendant 7 ans. Et j'ai eu la chance d'être appelée il y a 2 ans et demi par la maison Christie's pour reprendre ce département bijoux. J'ai intégré une équipe extraordinaire, une vraie famille. Et je le dis vraiment sincèrement. C'est assez impressionnant de voir la symbiose et la synergie qui a été créée par François Curiel, par Raoul Kadakia, qui se perdure et qui vraiment introduit les gens et crée du lien entre tous les spécialistes du monde entier pour travailler tous ensemble vers finalement notre objectif, c'est-à-dire servir au mieux notre client vendeur. Et c'est vraiment, c'est quelque chose de sincère. Je dis pas ça parce qu'il faut le dire. C'est vrai, en fait, on a tous à cœur de servir au mieux notre vendeur et de conseiller au mieux nos acheteurs. Et je pense que c'est une des clés et la réussite de ce département bijoux au niveau mondial, c'est vraiment la synergie qu'il y a entre tous les spécialistes. Et j'ai une grande chance de pouvoir travailler dans cette structure. Et si vous me donniez un exemple, c'est-à-dire comment on peut travailler mondialement autour d'un bijou ? Travailler mondialement autour d'un bijou, déjà on va recevoir le bijou, il y a toute cette phase d'expertise. Là, vous voyez, tout à l'heure, je rentrais une collection de Jean Després. La première chose auquel j'ai pensé, c'est mes collègues de Genève qui ont une merveilleuse vente qui s'appelait Beyond Boundaries. En 2017, c'était une vente avec beaucoup de bijoux art nouveau, art déco. Et ils ont énormément travaillé sur ces pièces-là. Et la force de Christie's, c'est-à-dire que je vais envoyer ces pièces, des photographies, des vidéos de ces pièces à mes collègues de Genève et leur dire, voilà, on a rentré cette pièce à Paris, qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu trouves la signature ? Comment tu trouves la façon ? Est-ce que tu as déjà vu cette pièce ? Ah oui, tu l'as déjà vue, tu l'as vendue dans une vente il y a quelques années. Quel est le résultat ? Quelle était son estimation ? Et grâce à tout ça, le fait qu'on travaille tous ensemble, on va construire la meilleure estimation. On va pouvoir travailler sur les pièces, connaître leur origine. Puis on va déjà, avant même d'avoir finalement monté le catalogue de vente, on va déjà penser à des acheteurs. C'est ça qui est intéressant. Et on va pouvoir tous s'aider, se donner des conseils. C'est vraiment, vraiment très intéressant parce que on connaît tous très bien son secteur. On connaît tous très bien effectivement la région, le pays dans lequel on travaille et on arrive finalement à tous s'entraider. Et chaque personne dans le département peut aider et peut apporter un conseil, un avis, un plus qui va faire qu'on va mieux vendre encore l'objet qui vient de nous être confié.
Donc ça veut dire que si moi j'aime bien Jean Desprez, Ouais. je viens vous voir et je vous le dis. Et comme Oui, ça, quand vous avez une vente, vous me le dites parce que vous dites on a déjà des exactement. idées d'acheteurs. Oui, c'est-à-dire qu'on a déjà des acheteurs qui ont déjà acheté dans nos anciennes ventes et puis on recueille les idées, les envies des gens. Effectivement, demain vous me dites j'aime Després, bon, je vous enverrai le catalogue juste pour le plaisir des yeux. Peut-être que vous vous positionnerez sur une pièce. L'idée c'est de créer du lien avec les gens. Mais un rapport sain, un rapport de confiance. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier. On a beaucoup de chance en fait. On a énormément de chance parce qu'on travaille avec des pièces magnifiques, on a des rapports très privilégiés avec les gens, les vendeurs ou les acheteurs. C'est très gratifiant, vraiment. Et si je vous disais que Christie's, moi, ça m'impressionne, Oui, qu'est-ce que vous me diriez? Vous me diriez non, venez aux expositions. bien sûr. Oui, oui, bien sûr, mais c'est marrant, dans le marché de l'art, moi je me souviens quand j'étais étudiante, j'étais toujours très impressionnée à l'idée de pousser par exemple la porte d'une galerie. Une galerie, c'est très beau, tout est lissé, tout est magnifique. En général, il y a juste une personne dans la galerie qui tient la galerie, puis on n'ose pas pousser la porte. Alors qu'en fait, c'est un lieu totalement public et que la personne qui est dans cette galerie, elle a qu'une envie, c'est que vous poussiez cette porte et que vous veniez lui parler et elle, qu'elle puisse proposer le travail de l'artiste, en l'occurrence, qu'elle est en train de promouvoir. Nous, c'est pareil. Nous, effectivement, c'est une très belle façade, c'est un lieu sublime, un hôtel particulier sublime. Ce sont des salons d'exposition très beaux, très précieux. C'est un bel écrin, mais l'écrin, il est fait pour être ouvert. Et bien évidemment, il faut venir nous voir. Nous, on est les plus heureuses du monde quand on nous demande voilà, d'essayer un bijou, que ça c'est pour le plaisir des yeux. Quand un client nous dit ah, mais ce bijou, c'est genre, je vais pas l'acheter, mais bon, il ressemble au bijou de ma grand-mère et il ressemble peut-être à la bague de fiançailles de ma mère. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à créer du lien. Et bien évidemment, il faut jamais hésiter. On est une maison de vente aux enchères. On est là pour accueillir les clients. On est là pour accueillir tout le monde. Même les ventes aux enchères, c'est assez intéressant. Elles sont publiques. Même mes clients vendeurs, de temps en temps, me posent la question en rendez-vous, est-ce que je peux assister à la vente? Mais bien sûr. L'idée, en fait, c'est que voilà, c'est de faire communier tout le monde autour de ces ventes. Donc oui, il faut assister aux ventes, il faut venir aux expos, il faut rentrer dans les salons. Et pour les passionnés, et même les étudiants ou les gens qui pensent vouloir appréhender ce métier, qui ne savent pas trop comment l'appréhender, c'est extraordinaire de pouvoir venir en salle parce que vous avez 250 lots qui sont complètement libres d'accès, que vous pouvez étudier, que vous pouvez regarder à la loupe et c'est très très important. On essaye de faire venir des groupes d'étudiants aussi pour qu'ils puissent regarder les bijoux. On essaye de faire venir des journalistes aussi pour qu'ils puissent parler de nos ventes parce qu'en fait, d'une certaine façon, et c'est ce que vous faites d'ailleurs dans vos podcasts, vous appréhendez les choses et vous ouvrez en fait une porte aux gens et qui n'oseraient pas forcément ouvrir eux-mêmes, qui n'oseraient pas forcément franchir eux-mêmes. Et c'est une pédagogie bienveillante et nous, on est vraiment là pour le faire également. Personnellement, vous, qu'est-ce qui vous a amené aux bijoux? Moi, personnellement, ce qui m'a amené au bijou, c'est mon grand-père, du côté de ma famille paternelle. J'avais un grand-père qui avait une foi incroyable en tous ses petits-enfants. Il avait beaucoup de petits-enfants, plus de 40. Une famille nombreuse. Et un jour, il a su que je voulais être commissaire-priseur et que je travaillais dans des maisons de vente aux enchères pour faire des stages. C'est très important de faire beaucoup de stages pour appréhender la matière. Et il m'a demandé en fait d'estimer un bijou, une très belle broche trembleuse du 19e. C'était très joli avec une très belle taille ancienne au centre. C'était des fleurs et des feuilles serties en trembleuse. La trembleuse, en fait, c'est un bijou du 19e. Et en fait, les éléments de la broche ou du diadème ou du collier sont montés sur un tout petit ressort très 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 fin en platine. C'est assez magique parce que quand vous posez une trembleuse à plat sur une table, en fait les éléments qui sont montés en trembleuse vont scintiller, vont bouger. Et ça permet, si vous voulez, d'attraper en fait la lumière et d'attraper cette réfraction de la lumière et de voir scintiller sous vos yeux une broche, un collier, un diadème qui finalement est posé, statique, qui ne bouge pas. Et je n'avais jamais imaginé que dans ma famille il y avait des bijoux. On n'en parlait pas, c'était des bijoux de famille qui avaient été transmis de génération en génération. C'était des bijoux qui n'étaient pas facilement portables et c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. Moi j'étais toute jeune, j'avais 18 ans et mon grand-père m'a donné ça dans les mains. Il m'a dit voilà, tu veux faire ça dans la vie, bah tiens, estime ça pour moi. C'est très drôle parce que je connaissais rien à la matière, j'apprenais pas du tout la chose, je savais même pas, j'aurais pu dire que ça valait, je sais pas, 10 000 euros comme 1 million, enfin je savais pas du tout. Et j'ai pris ma carte au musée des arts décoratifs
Là, j'ai commencé à regarder les broches trembleuses. La maison Mellerio, on avait fait beaucoup. Babs, il y avait, au 19e, il y avait beaucoup de créations. J'ai essayé de trouver des dessins à peu près similaires. J'ai regardé des résultats de vente et je me suis rendu compte petit à petit de ce que j'avais dans les mains. C'est drôle aussi parce qu'à l'époque, je trimballais la broche dans un sac comme si c'était normal. Enfin, j'étais un peu inconsciente à l'époque, j'étais vraiment très jeune. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis intéressée à ça. J'ai rencontré un diamantaire. J'ai rencontré une maison de vente aux enchères et un antiquaire. Les 3 personnes m'ont donné 3 prix radicalement différents. Moi, j'étais bien ennuyée parce que je me dis, je peux pas arriver, aller voir mon grand-père et lui donner 3 prix différents, c'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai continué à essayer de comprendre. Et puis, j'ai compris que le diamantaire allait me donner un prix de la broche, mais par rapport au diamant de centre. Finalement, la monture ne l'intéressait pas. J'ai compris que l'antiquaire allait me donner un prix, mais beaucoup plus élevé que la maison de vente aux enchères, puisque l'antiquaire, c'était un prix un peu fini, un prix qu'il allait présenter à ses clients. Et j'ai ensuite, effectivement, déduit que la maison de vente aux enchères allait me donner finalement une estimation assez attractive pour réunir le maximum d'enchérisseurs et peut-être même dépasser le prix de l'antiquaire. Je suis revenue avec ma petite enquête, bien rédigée, j'ai tout expliqué. Et vous avez carrément fait un dossier, alors. Oui, c'était intéressant. En même temps, j'adorais ça. Enfin, c'était juste avant l'été. Et en septembre, je suis allée voir mes parents à l'époque. Et je leur demandais de commencer cette formation de gémologie. Et j'ai commencé comme ça. En fait, je suis tombée dedans comme ça. Et je remercie tous les jours mon grand-père de m'avoir aidée à ça. Et d'ailleurs, spontanément, je vous dirais qu'on a vendu la broche en septembre dernier. Et oui, ça a été un grand moment, un grand moment de vendre cette broche. Grâce à Christie's, grâce à cette maison, on a pu proposer cette broche dans les meilleures conditions. Et je sais que la personne qui l'a achetée, la chérie, la respectera et qu'elle fait partie aujourd'hui d'une collection, qu'elle ne sera pas démontée. Et ça, c'était très important aussi. Parfois, l'acheteur a des idées pour les pièces et qu'il achète. Et le vendeur aussi. C'est très important. Il y a des vendeurs qui nous disent « Oui, mais cette pièce-là, je préfère la vendre aussi en vente privée » parce qu'on fait aussi des ventes privées. On sélectionne les acheteurs. Comme ça, le vendeur est serein. Il sait que sa pièce va pas être démontée. Il sait que sa pièce va être vraiment choisie par quelqu'un qui chérit la pièce, qui la respecte. C'est très important aussi pour les vendeurs. Vous voyez, il y a un aspect psychologique qui est très important dans ce métier. Il y a l'expertise, mais la psychologie du vendeur et de l'acheteur est très, très importante aussi. J'imagine très bien quand on a un bijou. Un bijou, pour moi, c'est pour ça que je fais ces podcasts. Un bijou, pour moi, c'est signifiant. Ça veut dire plein de choses. C'est quelque chose de personnel dont la valeur est complètement éloignée quelquefois de l'objet parce que c'est une valeur sentimentale qui touche. Vous avez tout compris. Je dis souvent à mes clients, l'estimation que je vais vous donner n'a rien à voir avec la valeur sentimentale de la pièce. Parce que la valeur sentimentale, d'ailleurs, elle est très difficilement quantifiable. Mais pour un client, quand je vais lui donner une estimation un peu froide par rapport au marché, si je lui dis 5 à 10 000, 50 à 60 000, lui, il se dit « Oh là là, mais est-ce que j'aurais pas pensé 100 ? Est-ce que j'aurais pas pensé 20 ? Est-ce que j'aurais pas pensé 5 ?» Et c'est très compliqué pour lui. Donc nous, notre travail aussi, c'est pour ça qu'on fait des études, c'est pour ça qu'on fait des comparaisons, c'est pour ça aussi qu'on travaille tous ensemble à l'international. C'est pour construire la meilleure estimation et pour justifier notre stratégie au client. François Curiel le dit toujours, on est des aiguilleurs de gare. L'idée, c'est quand on me dépose un bijou à Paris, je vais me dire, mais peut-être qu'il se vendra, si c'est une pierre de couleur, un diamant de couleur, quelque chose de très rare en pierre de couleur, je vais peut-être le vendre à Hong Kong, parce qu'il y a un marché. Si c'est un bijou avec une provenance historique, un très beau diadème, je vais peut-être le vendre à Genève, parce que dans ces ventes-là, on a beaucoup de pièces historiques, ça pourrait très très bien fonctionner. Et il y a des pièces aussi qui se vendent des très beaux diamants de couleur, des gros diamants très importants, se vendent aussi à New York. Là, on vient de vendre plus de 2 millions de dollars un diamant à New York dans une vente online. C'est chaque marché, en fait, a sa spécialité. Londres, les bijoux 19e se vendent extrêmement bien là-bas. À Paris, on a une indienne très Paris design, bijoux design, avec les bijoux de Belperron, de Després, de Boivin. On a, et puis même des très belles pièces de la place Vendôme, parce qu'on est effectivement dans la ville où finalement, naissance, toutes les créations viennent de là. On est des aiguilleurs des gares et on doit finalement montrer aux clients notre stratégie, nos idées, pourquoi on va le vendre à ce prix-là, pourquoi on va le vendre à cet endroit-là et aussi pourquoi on va le vendre à cette période-là. Il y a 3 facteurs qui sont assez intéressants à étudier à chaque fois, c'est le timing, l'estimation bien évidemment et le lieu de vente.
Et est-ce que, parce que bon, vous parlez de vente et de vente online, est-ce que justement avec le Covid qu'on vient de vivre, il y a une stratégie qui change? C'est-à-dire que j'avais été rencontrer un commissaire-priseur qui m'avait raconté comment il avait eu sa première vente par téléphone dans les années 80. Oui, mais le marché a tellement changé. Voilà. Maintenant, la vente en ligne a l'air de se faire totalement facilement, aisément, surtout forcément on comprend avec un public international. Et est-ce que là, il y a encore une accentuation de ce phénomène? Est-ce qu'il y a des changements dans l'approche de la vente? Est-ce que les acheteurs ou les vendeurs ont des comportements différents? Il faut savoir que les ventes online, elles existent depuis déjà très très longtemps. Christie's a été une des premières maisons à organiser des ventes online en 2011 avec la brillantissime collection d'Elizabeth Taylor, rien que ça. Et donc ces ventes online, c'est déjà, si vous voulez, dans notre métier, une tradition. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas identifier des ventes online avec des bijoux qui seraient moins intéressants que des ventes cataloguées, avec un catalogue de vente et un commissaire-priseur qui frappe au marteau dans une salle des ventes. Je fais bien la distinction pour que les gens comprennent. En fait, aujourd'hui, dans une vente online, je viens de vous le dire, on peut vendre un diamant plus de 2 millions de dollars comme ce que vient de faire New York, mais ils ont également vendu dans la même vente pour 2 millions de bijoux. C'est une vente qui a fait plus de 4 millions de dollars. Et en fait, aujourd'hui, le online nous permet effectivement de présenter aux clients et de diffuser aux clients de manière différente les bijoux. Mais c'est pas que cette période nous fait finalement changer notre façon de faire parce qu'on le faisait déjà avant. Mais ça va nous permettre de proposer d'autres ventes, de proposer peut-être plus de bijoux. On va curater entre guillemets les ventes. On va créer des ADN pour chaque vente online. Quand on voit en fait qu'on peut vendre des webs, on peut vendre des groupes de bijoux. Il y a beaucoup de bijoux de Van Cleef qui se vendent très facilement online. Toutes les collections Alhambra, ça se vend très très bien. Et on arrive à créer des identités. Je pense à une vente qu'il y a eu effectivement pendant le confinement à New York, qui est des très beaux bijoux web. Et il y a une identité qui s'est construite autour de ça. Et c'est drôle parce que nous, à Paris, ça nous a permis de consigner 2 très beaux bijoux de David Webb, créateur extraordinaire, 2 très beaux bijoux de David Webb qu'on présente dans notre prochaine vente cataloguée. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça peut ouvrir en fait aux gens qui n'ont pas osé encore pousser la porte de Christie's, ça peut leur ouvrir ce monde des enchères. C'est là où c'est intéressant. Et le métier, bien évidemment, qu'il évolue, les ventes, elles évoluent. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, les salles étaient pleines. Il n'y avait pas encore beaucoup de téléphones. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes en salle et les gens appellent tous au téléphone ou participent aux enchères directement en temps réel sur Internet. Donc bien évidemment que le métier évolue. Mais je trouve que l'online, ça va nous permettre de curater des ventes avec des ADN très intéressantes par rapport aux sites de vente. Et puis ça va nous permettre de diffuser encore plus largement nos ventes, trouver des nouveaux acheteurs qui n'auraient pas forcément pensé tout de suite à acheter par Christie's. On va continuer de développer ce qu'on faisait déjà finalement depuis 2011, mais la tête des gens avec ce qui vient de se passer, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça va être plus automatique. Du coup, justement, pendant le Covid, vous avez été célébré, je dirais, par Madame Figaro comme l'un des 10 meilleurs Instagram pour rêver. Donc, est-ce que justement, par Internet, il y aurait donc cette idée d'angler les ventes par créateur et en même temps d'avoir, je ne vais pas dire une mission, mais c'est un peu l'idée, une mission de contact humain en faisant rêver les gens et en leur apportant beaucoup plus encore de fonds, c'est-à-dire de renseignements. De contenu sur les pièces. On a des contenus sur notre site Christie's qui est remarquablement bien fait. Il y a des spécialistes qui travaillent dessus au quotidien pour apporter en fait des contenus très différents par créateur, par type de bijoux. Et ça, c'est vraiment très très enrichissant. Et effectivement, quand vous lisez un contenu sur Van Cleef & Arpels, sur Boivin, sur le bijou Art Nouveau, Art Déco, vous avez à la fin de ces contents en fait des exemples de bijoux qu'on va vendre online, qu'on est en train de vendre online, parce que les ventes online durent plusieurs jours, ou alors qu'on va vendre dans une vente cataloguée, dans une vente aux enchères classique. Et il y a tout, effectivement, comme vous le dites, ce côté pédagogique qui est très très intéressant et qui ancre un petit peu l'histoire de chaque maison. C'est vrai que sur Instagram, c'est assez intéressant de pouvoir communiquer avec les gens et de leur expliquer l'histoire de chacun des bijoux. Même l'histoire des collections très connues, comme la Trinité de Cartier, comme le Clos de Cartier, le Loft de Cartier, même des histoires Alhambra, pourquoi le trèfle, pourquoi cette collection. Et c'est intéressant en fait de montrer, de promouvoir ces histoires parce que ça ancre le passé des maisons de joaillerie en fait aujourd'hui. Il faut savoir même d'ailleurs les départements patrimoine des maisons de joaillerie se développent de plus en plus depuis toutes ces années, justement pour ancrer en fait
l'histoire de leur maison qui pousse le retail, toutes ces pièces qui se vendent place Vendôme aujourd'hui, qui ne sont pas des pièces de haute joaillerie, et ça pousse le retail vers le haut et les gens en fait ont envie d'avoir un pendentif Alhambra parce qu'il a été porté par Grace Kelly, il a été porté par toutes ces femmes qui aujourd'hui créent une identité autour des pièces et ils ont envie de comprendre en fait d'où vient et l'histoire de ces pièces qu'ils vont pouvoir acheter en retail, qui peuvent acheter assez facilement, entre guillemets, en retail. Donc c'est intéressant, cette pédagogie. Et dans nos catalogues, on essaye à chaque fois de faire de laïus sur les artistes. Il y a des maisons qui ont des histoires passionnantes. Par exemple, je pense à la maison Boivin. C'est une maison qui a quand même eu beaucoup de femmes dessinatrices qui se sont succédées. Et moi, j'ai une cliente, notamment, qui n'achète que les bijoux d'une certaine dessinatrice, d'une certaine créatrice de cette maison. Donc elle connaît parfaitement l'histoire et l'histoire, elle l'a appréhendée en fait via les catalogues de vente avec toutes les recherches qu'on peut faire et qu'on présente dans les ventes. Et donc vous pensez peut-être que, c'est ce que moi je sens, que l'histoire qu'on va raconter, c'est pas une histoire superfétatoire, c'est pas une histoire qui fait rêver en disant qu'il faut acheter. On se recentre au contraire sur le content, c'est-à-dire en fait la vraie histoire des maisons, la vraie histoire des bijoux. Et c'est pas seulement une volonté de se rassurer, c'est une volonté d'aller vers quelque chose de plus vrai, parce qu'il a été ancien, parce qu'il a une histoire, parce que c'est lié au savoir-faire français, parce que... C'est ça. C'est ça qui est passionnant en fait. C'est cette identité. C'est pas juste un produit marketing en fait. L'histoire des maisons, c'est la panthère de Cartier par exemple. Pourquoi Cartier a choisi une panthère? La panthère, c'était le surnom de Jeanne Toussaint qui lui avait été donné par Louis Cartier. Elle était la maîtresse de Louis Cartier. C'était le surnom de Jeanne Toussaint. Et Jeanne Toussaint, c'est une des plus grandes dessinatrices, créatrices de la maison Cartier. Ils se rencontrent juste avant la Seconde Guerre mondiale et elle prend les rênes de la boutique de la rue de la Paix et elle va être là. Et finalement, voilà, elle va parer de bijoux Daisy Folot, Maria Félix, la duchesse de Windsor, des énormes personnalités. Elle va être au cœur de toute cette période assez magique, de cet entre-deux-guerres, qui est une période qui est très très riche en création. Et cette panthère de Cartier qu'on voit sur tous les papiers glacés de magazines, c'est Jeanne Toussaint. Donc en fait, c'est vraiment intéressant. Et même nous, on est ravis de pouvoir trouver de temps en temps des pièces qui vont permettre d'asseoir la réputation de telle ou telle maison, l'histoire de telle ou telle maison, parce que des pièces qui sont exceptionnelles, de qualité, de travail, parfois des travails extraordinaires qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des pièces qu'on vend aux enchères qu'on n'a plus les moyens de créer parce que les temps de fabrication seraient beaucoup trop longs, parce que les pierres seraient beaucoup trop compliquées à trouver. C'est ça qui est assez exceptionnel. Et dans le monde des pierres précieuses, c'est aussi important d'expliquer aux gens la différence entre un bijou qui est naturel, sans aucune modification thermique, sans aucun traitement chimique, un bijou qui n'a aucune inclusion, aucune finalement aspérité qui est restée coincée dans la pierre lors de sa cristallisation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir expliquer aux gens, parce que j'ai souvent des clientes qui me disent mais c'est pas possible, comment cette pierre a été vendue par exemple plus de 100 000 $, et puis celle-ci vendue plus de 20 000 $ ou 5 000 $. J'ai parfois des clients qui me disent mais mon saphir il est très très beau, je voudrais qu'il soit estimé 100 000 $ par carat. Je dis mais non, et je vais vous expliquer madame pourquoi il n'est pas estimé ce prix-là. Et c'est vrai que ces pierres précieuses, soit ces saphirs, ces rubis, ces émeraudes, qui n'ont aucune inclusion, c'est quand même un sacré miracle de la nature. Et donc c'est intéressant d'expliquer aux gens pourquoi c'est un miracle de la nature. Comment cette pierre de 5, 6, 7, 10, 12 et plus carats n'a aucune inclusion. À quel moment, dans un espace-temps assez long, parce qu'une pierre met plusieurs dizaines d'années pour croître, à quel moment il n'y a jamais eu une perte de pression, une perte de température qui a fait que la pierre a dû arrêter de croître. Et finalement, c'est ça, c'est le miracle, c'est ça. Et plus elles sont grosses, plus elles sont pures, bien évidemment, plus elles font des prix exorbitants, mais c'est vraiment un petit miracle. Et quand vous expliquez ça au client, il comprend. Il comprend, il appréhende la chose différemment. C'est sûr que si on donne juste des estimations et qu'on met juste des bijoux sur un papier glacé, on ne peut pas comprendre. Et l'histoire permet vraiment de justifier. Justifier, c'est peut-être le mauvais terme, l'histoire, parce qu'on a l'impression qu'on justifie un prix, on justifie une signature. Non, c'est juste quelque chose qui permet d'appréhender la vraie valeur et la vraie qualité de l'objet que vous avez entre les mains.
Vous avez cité Boivin, vous avez cité Toussaint. Ce sont quand même des sacrées bonnes femmes, comme on pourrait dire. Oui. Dans votre panthéon personnel, est-ce qu'il y en a d'autres, des sacrées bonnes femmes joaillères? Oui, en plus, ce sont des femmes qui ont des personnalités, en fait, vraiment, qui étaient très, très, très importantes. La vie de Jeanne Toussaint est passionnante. Elle a été romancée par une romancière que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stéphanie Desor, qui a écrit un livre sur la panthère qui romance sa vie. Ça vous donne, si vous voulez, une appréhension et tout le contexte de la création de cette période-là. Effectivement, Jeanne Toussaint était même très proche de Coco Chanel, qui arrivait avec ses fausses perles place Vendôme. Et voilà, elles avaient une relation très proche. La maison Boivin, c'est René Boivin en 1917 part beaucoup trop tôt en fait. Et Madame Boivin, ensuite Germaine Boivin vont reprendre cette maison. Et c'est une maison finalement qui va être dirigée par des femmes, créée par des femmes. Vont succéder des grandes créatrices. Suzanne Belperron bien sûr, Juliette Moutard. C'est vraiment des personnes qui vont créer. Marie-Caroline Debrosse, dernière dessinatrice de cette maison. C'est une femme qui nous a quittés également trop tôt, qu'on a eu la chance d'accueillir chez Christie's pour une conférence sur le bestiaire dans la joaillerie il y a quelques temps. Et c'était vraiment des personnalités, elles ont un univers et une façon de créer. Et toutes ces femmes, par exemple dans la maison Boivin, parce que je pense que c'est l'identité de chaque créatrice, chaque créateur a envie de donner sa patte, de montrer vraiment son propre style. Et dans la maison Boivin, effectivement, il y a ce style Boivin, mais chaque femme a créé et on peut identifier vraiment chaque bijou dans la maison Boivin par rapport à la dessinatrice. Je pense que le style, c'est l'essence même d'une des créatrices de la maison Boivin qui a vraiment voulu se définir par son style personnel, c'est Suzanne Belperron. Suzanne Belperron ne signait pas ses bijoux. Elle disait « mon style est ma signature ». Mais vous voyez, typiquement aujourd'hui, avec l'expérience, quand on a un bijou de Suzanne Belperron dans les mains, même si c'est pas signé, on sait que c'est elle. C'est une ADN extrêmement forte, c'est un design très fort, très puissant. Et on sait que c'est elle, ça se reconnaît tout de suite en fait. C'est ça qui est intéressant et voilà. Et puis il y a des créatrices modernes qui ont un univers incroyable. Je pense à Victoire de Castellane que j'apprécie énormément, qui a un pouvoir créateur énorme, qui a un univers extrêmement fort. Il y a un très joli livre aussi qui a été écrit par Juliette de La Rochefoucauld sur les femmes joaillières. Et vous avez un d'exemples en fait de femmes qui ont vraiment posé une ADN très forte dans cette histoire de la joaillerie. Victoire de Castellane, c'est très intéressant. Tout son travail autour de l'émail, le choix des pierres, les couleurs, ce sont des bijoux, des bonbons qu'on a envie de dévorer. C'est très très joli et c'est une création tout à fait contemporaine. Son parcours est très intéressant aussi et c'est vraiment une source d'inspiration qui est très forte. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, très contente de les croiser au fil des ventes, de pouvoir les promouvoir dans mes ventes. Est-ce que vous croyez qu'en tant que femme, on peut du coup, à la vente, avoir, en dehors de tout le métier que vous avez, puisqu'on a bien compris que c'est quand même un métier d'expertise et de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une sensibilité différente en tant que femme ? Je pense pas qu'il y ait une sensibilité différente parce que moi, j'étais bluffée de rencontrer des grands experts tout au long de ma carrière qui ont des sensibilités. Donc nos sensibilités sont très proches parce qu'en fait on est passionné par le même métier, par la même discipline. Après, c'est une question d'appréhension des gens et c'est une question de feeling, d'alchimie, d'énergie, de fluide, si on doit aller jusque-là, qui passe entre le vendeur, entre l'acheteur et vous. Il y a une sensibilité... Pour des gens passionnés, on est quand même très très proche niveau sensibilité. Donc, homme ou femme, pour moi, il n'y a aucune distinction. Enfin, par exemple, les plus grands business-getters de cette maison sont hommes ou femmes. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est vraiment de l'appréhension. Il y a des clientes femmes qui préfèrent travailler avec des hommes, des clientes femmes qui préfèrent travailler avec des femmes, des hommes qui préfèrent les hommes qui préfèrent les femmes. Tout ça, c'est très différent dans l'appréhension des gens. L'avantage, pour moi, c'est quand on a la même passion, on parle le même langage et même on s'enrichit parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Moi, si je le vois avec ma sensibilité féminine, mais peut-être que j'ai mon collègue qui va la voir avec sa sensibilité masculine et du coup, ça va me nourrir, ça va m'apporter autre chose. Je pense que c'est vraiment une question très très personnelle, une question de ressenti avec l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et même dans les créations, j'ai rarement vu autant de poésie dans un bijou que dans un bijou de jarre. Enfin, franchement, c'est un de mes joailliers préférés. Il n'y a pas plus poète que ce créateur. Enfin, c'est un rêve éveillé, ces bijoux. François Curiel, d'ailleurs, le disait dans une interview la dernière fois, mais rien que dans les papillons qu'il crée,
Rien que dans ces papillons, il disait, vous voyez, les antennes du papillon, au lieu de les dessiner toutes droites, il va les dessiner en mouvement. Et ça, c'est très poétique. Quand vous retournez un bijou de jarre, il est aussi beau derrière que devant. C'est assez incroyable. Donc cette sensibilité, cette délicatesse, je pense qu'elle est, dans un domaine de gens passionnés, elle est commune. En fait, elle est artistique. Voilà, c'est ça, je pense, oui. Alors, dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait marcher sur vos traces? Je pense que quand on est passionné, toutes les barrières et les portes s'ouvriront. Ça, j'en suis absolument persuadée. Et d'autant plus dans cette maison, parce que les gens qui sont passionnés, qui ont envie d'aller loin et qui veulent vraiment vivre de leur passion, ont tout à fait une place ici. Et vraiment une place privilégiée. Ils sont entendus et ça, c'est très intéressant. Et mon conseil, c'est de toujours et de ne jamais arrêter de regarder des bijoux, d'aller les toucher, d'aller les prendre en main. Si vous deviez commencer de zéro, vous iriez à la Galerie des Bijoux, au Musée des Arts Déco. Regardez tous les bijoux qu'il y a. Là, vous avez une rétrospection sur toute l'histoire de la joaillerie. Et puis dans cette Galerie des Bijoux, peut-être en choisir un ou deux et d'aller approfondir le travail, la technique de ces 2 bijoux que vous avez choisis. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je suis allée à la Galerie des Bijoux, je me suis dit, voilà, est-ce que si je devais en choisir un ou deux, j'en ai choisi 2 et tout mon travail de recherche a démarré autour de ça. Si vous voulez travailler dans le domaine des enchères, il faut suivre les ventes aux enchères, il faut aller aux expositions, il faut aller à Drouot, faire ouvrir toutes les vitrines, acheter une petite loupe, ça coûte une dizaine d'euros, et commencer à regarder et appréhender. Et cette loupe, c'est le monde des merveilles qui s'ouvre sous vos yeux et c'est vraiment très très intéressant. Et surtout ne pas hésiter à poser des questions. On est là pour transmettre ce qu'on aime parce qu'on adore ce qu'on fait, donc on est très content de le transmettre. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours très très enrichissant de partager ce qu'on aime, donc merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Violaine sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Le mois prochain, dans le nouvel épisode de Brillante, je recevrai Karine Chédid, la créatrice de la marque éponyme, qui nous racontera sa reconversion en joaillerie. En attendant ce rendez-vous, encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et en mettant des commentaires. Ça fait vraiment une différence. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles, brillantes et partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine brillante et vous donne rendez-vous dimanche prochain sur le podcast Le bijou comme un bisou. En attendant, soyez brillante.